Tout ce qui compte dans le cinéma est inexplicable. Au moins, ça ne se laisse pas enseigner. J'en suis convaincu de ça. Pourquoi je suis ici alors? Peut-être pour éclaircir ce paradoxe un peu avec vous cet après-midi. Comment est-ce qu'on pourrait apprendre le cinéma? Par les yeux. Non, les yeux constatent, mais ils ne comprennent pas. Alors par le cerveau, non plus, parce que le cerveau analyse, mais il sent rien. Par le cœur, donc, même pas, parce que le cœur, il a bien les émotions, mais il est aveugle. Ce n'est donc qu'avec l'ensemble des yeux, du cœur et du cerveau qu'on pourrait commencer à voir dans le cinéma, donc commencer à apprendre. L'apprendre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Le regard. Le regard même ne fait pas du cinéma. Le regard est d'abord indifférent. Tout le monde sait regarder, mais tout le monde ne fait pas du cinéma, heureusement d'ailleurs. Si le regard est indifférent, qu'est-ce que le rend alors différent? À mon avis, ce n'est que l'attitude qui détermine un regard. L'attitude de celui qui regarde. Par exemple, il y a le regard d'amour. Il ne s'apprend pas, bien sûr. Il arrive entre les amoureux, entre parents et enfants, entre les inconnus quelquefois même. Il arrive envers des objets, envers des animaux, même envers des paysages, si vous êtes un grand peintre. Dans ce cas-là, c'est l'amour qui regarde, c'est l'amour qui est le regard et qui fait le regard. Puis il y a par exemple le regard de tendresse. Il est un peu plus distant que le regard d'amour. Il est peut-être un peu moins possessif quelquefois. Il est sûrement moins passionné. Vous devez tous le connaître, ce regard. Ça doit vous arriver dans la vie. Vous savez donc aussi que ce regard non plus, il ne s'apprend pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il y a en effet des gens qui ne l'ont pas. Mais comme vous êtes des étudiants de cinéma, vous devez le connaître. Ta formation, elle est multiple. En France, par exemple, la Nouvelle Vague, c'était essentiellement fréquenter la cinémathèque, écrire de la critique. Tu as fait de la critique de cinéma, on va en parler, mais tu as été aussi un spectateur de la cinémathèque et tu as ensuite fait une école de cinéma. Mais quelle a été cette formation de spectateur? En quoi le spectateur, ça t'a préparé à être le metteur en scène? J'étais forcé de devenir spectateur parce qu'il faisait trop froid. À Paris, j'avais une chambre de bonne et pas de chauffage. Et à l'époque, la cinémathèque, ça coûtait 1 franc par film. C'est-à-dire avec 4 ou 5 francs, on pourrait passer l'après-midi, le soir et la nuit presque dans le show. Et ça a donc commencé avec 1, 2, 3 films. Et puis, après quelques semaines, j'étais tellement accro, j'ai vu tous les films, du premier jusqu'au dernier. Et c'est-à-dire, j'ai eu une overdose complète d'histoire du cinéma. Vraiment accro. Je connaissais tout le programme par cœur. Et comme quand on rentre chez soi, à 3 heures la nuit, on a vu 5 films. On a évidemment tout à fait oublié ce qui était le premier. On ne sait plus. C'est devenu un seul film. Alors, ça m'a embêté et j'ai commencé à prendre des notes, seulement pour moi-même. Plein de notes dans le noir. J'ai appris à écrire dans le noir, dans la salle, pour me rappeler.
Et finalement, je crois que c'était ça mon école, beaucoup plus qu'après l'école de cinéma. C'était regarder ou suivre le regard de quelqu'un d'autre et essayer de décrire les sensations que ça provoquait dans mon propre regard. C'est pour ça qu'au début, j'ai insisté sur le regard. Alors, après cette overdose, à un moment donné, vraiment, je ne pouvais plus. J'avais vraiment tout vu, j'avais l'impression. Et j'ai trouvé un journal allemand où il y avait une annonce qu'à Munich, il y avait une école de cinéma, la première en Allemagne d'ailleurs, et que ça a commencé en 67. Je me suis inscrit, et miraculeusement, pour la première fois dans ma vie, j'étais accepté dans une école. Alors là, je l'ai terminé. Je suis content que je peux vous montrer un film que j'ai tourné en fin de la deuxième année qui s'appelle Alabama, qui est, bon, assez inconnu et qui était le premier film que j'ai fait où j'ai essayé de raconter quelque chose. Bien que c'est extrêmement difficile de voir ce qui est l'histoire ou de comprendre ce qui est l'histoire. Mais finalement, il y avait un effort de ne pas seulement faire des images, mais aussi d'essayer de raconter ce qu'il y a entre les images. Pour moi, comme j'étais dans ma formation plutôt attiré par les images et la peinture, j'ai donc considéré que le cinéma, c'était d'abord les images au début. Finalement, au début, je croyais que c'était strictement des images. Et à l'époque, je crois qu'à l'école de cinéma à Munich, on était tous énormément influencés par ce qui s'appelait le the American Underground Cinema. C'était les films non narratifs américains, où il n'y avait que les images. Bon, pas que, mais surtout les images. Alors moi aussi, pour moi, le cinéma au début, c'était que l'image. Et c'était seulement peu à peu, parce qu'il fallait aller d'une image à l'autre. Alors, déjà, quand il y avait une image après l'autre, il y avait, si on voulait ou pas, un récit, même s'il n'y avait pas de dialogue. Dans Alabama, il y a 2 phrases dans le film de 20 minutes. Une phrase à 4 mots et l'autre phrase à 5 mots. Alors, sous-titrer ce film, c'était vraiment du gâteau. Parce que je ne croyais pas tellement dans les mots. Et ça a duré longtemps, et bon, peu à peu, ce rapport a changé, et peu à peu aussi, dans la collaboration avec des écrivains, avec Peter Handke ou Sam Shepard ou d'autres, j'ai perdu un peu cette peur des mots. Je suis toujours pas devenu un écrivain moi-même, je ne peux pas faire ça, mais j'ai gardé mon respect pour ce travail. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte, quand je regarde mes films d'il y a 20 ans, et ce que je fais aujourd'hui, je me rends compte que je suis presque arrivé de l'autre bout de cette médaille, qu'aujourd'hui, je me trouve presque dans une position où l'image devient, je dirais pas secondaire, mais où l'image, s'il n'est pas guidée par l'écrit ou le récit ou le dialogue, je me méfie de l'image. J'ai l'impression que les images, et évidemment, beaucoup de choses beaucoup de choses ont changé depuis 20 ans dans la culture visuelle. Et évidemment, aujourd'hui, les images, c'est autre chose qu'il y a encore 20 ans. Mais je trouve aujourd'hui que les images, ça a perdu une moralité qu'ils avaient encore, elles,
elles avaient encore, il y a 20 ans, il fallait pas se douter des images. Et aujourd'hui, je me doute. Et quand quelqu'un vient me dire, dans votre dernier film, j'ai vraiment beaucoup aimé les images, ah, j'ai honte, je me dis, ah, j'ai dû faire quelque chose de faux. Et justement, dans Jusqu'au bout du monde, à la fin, le film parle de la maladie des images qui est guérie par les mots. Ce qui est quelque chose, quand j'étais étudiant, j'aurais massacré ce mec qui dit ça. Comment se fait le travail sur le scénario? Comment tu travailles en collaboration avec un écrivain? Est-ce que vous écrivez tous les deux ensemble, comme certains cinéastes le font, ou est-ce que tu laisses le scénariste s'en aller, puis revenir vers toi avec la matière? Pas de règle. Il n'y a pas de règle. J'ai fait vraiment de tout. Je crois que j'ai expérimenté avec toutes les possibilités qu'il y a. Parce que, d'un côté, l'extrême, c'est s'il n'y a pas de scénario, il y a une phrase, et avec cette phrase, on commence un film. On peut faire ça. J'ai essayé ça 2 ou 3 fois. Il n'y avait vraiment qu'une seule page, et à partir de ça, on a commencé, et puis on a écrit, et on a essayé d'explorer où cette page menait. C'est-à-dire, c'est une façon d'écrire un film qui est assez aventureux, mais qui a l'avantage que ça reste toujours spontané et que on est toujours sur le même niveau d'information avec son équipe et ses acteurs, c'est-à-dire eux aussi sont plus au centre de ce qui se passe. Et il y a donc une chance que ce qu'on trouve, ça garde une vérité. Mais c'est vachement angoissant parce que ça peut arriver que un matin, on ne sait plus comment continuer. Alors, il y en a la caméraman et les acteurs, ils regardent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on ne sait pas. Alors, ça peut être très... Ça, c'était l'état des choses, par exemple. C'était l'état des choses, ou c'était aussi au fil du temps. Et aussi Next Movie, par exemple. Et ça peut être très angoissant, et évidemment, ça peut être aussi très, très libérant. Et il y a le contraire, quand on écrit un scénario avec quelqu'un, et puis on le suit tous les jours, on ne change plus rien. On sait ce qu'on va faire la semaine prochaine, on sait ce qu'on va faire le dernier jour de tournage, on sait tout. Et évidemment, c'est très rassurant, mais le grand risque, c'est que c'est tellement rassurant qu'il n'y a plus rien à explorer. Et à la rigueur, le risque de perdre le film, c'est plus grand quand il n'y a pas de scénario du tout. Et entre les deux... Quel film, par exemple, ça? C'était Faux Mouvement, par exemple. Hammett. Plusieurs. La lettre écarlate. Et entre les deux, il y a toutes sortes de... Entre les deux extrêmes, il y a encore toutes les variations possibles. On peut écrire la moitié du scénario, comme avec Paris, Texas, on a écrit exactement jusqu'à la moitié. Et après, c'était ouvert. Ou on écrit plein de scènes possibles, et puis on commence, et il y en a un trésor de scènes, et on se dit, voilà, comment est-ce qu'on continue? C'était Les Ailes du désir, où il n'y avait pas de scénario, mais il y avait plein de scènes qui étaient sur un mur. Il fallait que se mettre devant ce mur avec plein de scènes et choisir. Et mon idéal, je ne l'ai toujours pas fait, c'est qu'il y ait un écrivain qui soit sur le plateau et qui soit là tous les jours et qui écrit, en effet, chaque nuit,
pour le lendemain. Mais je ne l'ai pas encore trouvé, celui-là, qui peut rester réveillé le jour pour regarder et écrire toute la nuit. Est-ce que dans les 3 étapes du film, c'est-à-dire l'écriture, le tournage et ensuite le montage, est-ce que tu préfères un de ces trois moments? Je préfère ce qu'il y a avant l'écriture, c'est-à-dire cet état où on trouve les débuts d'un film, où on voyage et on trouve le paysage dans lequel on sait on va faire un film, c'est-à-dire un paysage ou des gens qui provoquent le film, mais il n'y a encore rien. Il n'y a que les éléments, il n'y a que une petite histoire qu'on a lue, où il y a un paysage ou un nombre d'acteurs avec lesquels on a envie de travailler. Et puis tout le reste après, surtout l'écriture, tout ça, j'en ai vraiment peur et j'aime pas du tout. Et le tournage aussi, j'aime pas. Mais le montage, c'est magnifique. Et entre le montage et cette liberté où il n'y a encore rien, je suis pas à l'aise. Mais dans le montage, de nouveau, oui. Quoi, parce que tu contrôles complètement? C'est ta matière et tu l'as Il n'y a plus façon. d'angoisse, c'est tout. Tout à fait. Et Il n'y a plus d'angoisse au montage. non, on se couche le soir, tranquillement, parce qu'on ne peut plus rien changer, sauf faire son montage. Et faire son montage, c'est... Évidemment, il y a encore plein de possibilités et plein de conflits avec, par exemple, le monteur ou le compositeur et tout ça. Mais il n'y a plus d'angoisse du tout parce que tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur la pellicule. Et maintenant, c'est un acte de choisir. C'est un peu le moment de la vérité aussi, comme dans la corrida, le montage, parce que là, on est en face de ce dont on a, ce qu'on a et pas autre chose. Il n'y a plus de possibilité, justement, de changer. C'est pour ça que l'acte de la vérité, c'est le tournage. Qu'est-ce que tu attends du monteur, indépendamment de bien sûr, de ses qualités d'artisan? Un regard, disons, nouveau sur ce que tu as fait? Regard neuf? Tu parlais de conflit tout à l'heure, parfois avec le monteur. Le travail avec un monteur, c'est un travail très calme, d'abord. Parce que la plupart du temps, on écoute et on voit. Et les conflits sont dans le matériel. C'est donc, pour ainsi dire, un travail assez adulte, où on fait confiance à quelqu'un d'autre ou pas. Et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir travailler avec le même monteur depuis mon film de fin d'études. J'ai travaillé avec Peter Pschygoda depuis 69. Il a fait presque tous mes films, sauf 2 et 3. C'est-à-dire, on est un peu comme des jumeaux. Comme des jumeaux, mais lui, l'autre, il insiste toujours, et c'est pour ça que je lui fais confiance tout le temps, il insiste toujours que chaque film doit inventer son propre style de montage. C'est-à-dire, il insiste qu'il n'y a pas une méthode de montage, mais que la méthode de montage d'un film doit sortir des plans qu'on a faits et du film. Et alors, c'est quelqu'un qui, avec chaque film, tout à fait met en danger tout ce qu'il a appris. Et il peut aujourd'hui couper un film d'une manière où il coupe, disons, toujours dans le mouvement. Et le prochain film, il dit,
on ne peut jamais couper dans le mouvement, il faut toujours couper dans les moments statiques. Et je le demande, mais écoute, ce serait tellement bien. Les deux mouvements, ça va si bien l'un dans l'autre. Et il me dit non, pas dans ce film. Dans ce film, ça ne marche pas. Et puis finalement, je vois toujours qu'il a raison et que son feeling pour le montage qui est inné dans les images est vraiment impeccable. Bon, c'est un grand. Tu fais quelque chose qui est assez rare parmi les cinéastes qui sont passés à la fiction et qui ne font que des longs métrages de fiction, c'est que tu reviens de temps en temps au documentaire. Bon, il y a Scorsese qui fait ça, mais enfin, vous êtes très très peu nombreux. Alain Cavalier, mais enfin, on les compte peut-être sur les doigts d'une main. Tu as fait Tokyo Ga sur Ozu, tu as fait Nick's Movie sur Nicolas Ray, tu as fait un film sur le vêtement, carnet de notes sur vêtements en ville. À quoi correspond cette démarche de revenir, disons, à un réel plus, disons, brut que l'élaboration d'une fiction? L'élaboration d'une fiction est toujours aussi un certain piège. Parce que chaque fiction ou chaque film crée certaines règles qu'on apprend après quelques jours de tournage. On suit un certain rythme et le film inscrit des règles. En ce qui concerne la mise en scène ou le travail caméra ou le travail avec les acteurs, chaque film, il crée un système. Même si le système est assez ouvert, il crée quand même un grammaire qu'on a donc après le film dans soi. C'est-à-dire, c'est un grammaire ça devient une façon de penser. C'est une structure qu'on intériorise. Et le piège, c'est donc que on reste dans cette structure et on fait le prochain film et il y a déjà la structure. Et une structure fausse pour ce film. Si on fait un petit film ou un film de documentaire ou un journal, un film qui se passe comme un journal, on se trouve donc devant la nécessité de nouveau de tout laisser tomber, le système qu'on a encore du dernier film, et se mettre devant, bon, je ne devrais pas dire ce mot-là, mais bon, finalement, devant la réalité, et assez seul. Si on fait un documentaire, on est plus ou moins seul avec 2-3 personnes. Carnet de notes, on était 2, quelquefois j'étais tout seul. C'est-à-dire, on sort de chaque système. Et on n'est qu'en face d'une réalité, avec les moyens les plus simples, une caméra, un Watchman ou un Agra, et on est nécessairement tout à fait ouvert envers toutes les impressions. Et il y avait à l'époque une forme de cinéma, c'était le court-métrage. Et le court-métrage était une école formidable parce que quand on n'avait pas encore la possibilité de faire un long-métrage, au moins on pouvait faire un court-métrage. C'est-à-dire, le court-métrage était une façon assez logique d'entrer dans le cinéma, de s'exprimer. Le court-métrage est quelque chose qui a été remplacé ou qui a plus ou moins disparu, même si à Cannes, il y a encore un effort et il y a encore un concours de court-métrage. Mais finalement, le court-métrage, c'est devenu quelque chose de très exotique parce qu'il n'y a plus de besoin. C'est difficile de montrer. C'est-à-dire le court-métrage a été remplacé par un autre terrain d'expérimentation. Aujourd'hui, pour la plupart des jeunes gens et des étudiants, c'est donc le clip. Ça a remplacé la forme
court-métrage. Et donc, a priori, il faut être content que ça existe, parce que ça donne des possibilités de s'exprimer à des jeunes, des étudiants, des gens qui commencent à faire du cinéma. Il faut donc être content que ça existe, et ça peut donner des résultats incroyables et très très beaux. En même temps, je crois qu'il faut se méfier énormément de cette nouvelle forme, parce que cette forme est quand même très liée à une autre forme qui est pour moi le poisson du cinéma, c'est la publicité. Le vidéoclip est le voisin de la publicité, ou quelquefois même, on peut même dire que c'est une forme de publicité. Publicité, a priori, veut vendre quelque chose. Et c'est-à-dire, avant de vouloir raconter quelque chose, on vend quelque chose. Dans le cinéma, on veut quand même d'abord raconter. Dans le vidéoclip, on veut d'abord vendre une chanson. Ce qui fait qu'il y a cette belle nouvelle école, mais qui est dans un terrain extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant ont ça comme école, qui entrent dans les longs métrages avec comme école la publicité. Et qui donc abordent aussi le long métrage avec l'esprit d'un vendeur. Et je crois qu'on voit les conséquences de ça aujourd'hui. Et à mon avis, c'est des conséquences assez graves parce que ça creuse l'idée d'histoire dans le cinéma, par exemple. Il me paraît qu'on voit de plus en plus de films qui ne racontent pas des histoires, mais qui prétendent de raconter une histoire et qui, en effet, vendent quelque chose qui ressemble à une histoire, mais ils n'ont rien à raconter. Ils sont une forme de publicité. Et c'est donc là le grand danger. En plus, c'est donc un danger pour les images et leur rapport avec le récit. Et c'est, à mon avis, aussi un danger envers la musique. Parce que ce qui était fort et puissant et encourageant dans la musique, dans le rock'n'roll, quand ça a commencé dans les années 60, c'était que cette musique créait toute une imagerie, on peut dire ça, toute une rêverie dans chacun. Chaque chanson des Beatles a créé un imaginaire, un imaginaire dans les têtes de millions de jeunes gens dans le monde entier. Et aujourd'hui, cet imaginaire, c'est quelque chose aussi en train de se perdre parce que tout ce qui est aujourd'hui tube vient déjà avec son imaginaire. C'est fourni avec l'imaginaire. Et c'est-à-dire, ça rend plus pauvre cette musique, à mon avis. Au début, par exemple, dans Alabama, peut-être vous avez une chance de voir, je faisais des images pour pouvoir les voir avec une certaine musique. C'est-à-dire, il y avait une envie folle d'entendre une certaine musique avec une image que j'avais fait moi. C'est-à-dire, il y avait d'abord la musique, et puis les images, mais les images, c'était pour ainsi dire mon hommage à cette musique. Et parce que je dois moi énormément à la musique, surtout au rock and roll et au blues, parce que si moi je fais des films, ou qu'à un moment donné, j'avais le courage de dire, voilà, je veux devenir un peintre, ou faire des photographies, ou n'importe quoi, ou écrire, je sais que je dois ça au fait qu'un
à un certain moment, il y avait une musique qui s'appelait rock and roll, qui est arrivée et qui m'a donné le courage de m'exprimer. Et je crois que c'est toute une génération, et même peut-être encore aujourd'hui, une énergie assez considérable et une façon un moyen de libération considérable pour avoir accès à sa propre créativité. Enfin, c'était comme ça pour moi. Alors, j'avais toujours l'impression que je devais énormément à la musique. Et je crois que quelquefois, j'ai incorporé certaines musiques dans un film parce que pour faire hommage à cette musique. C'est toujours un peu comme ça.